Bonjour, on est Lila et Marion et on fait partie de la grande rédac. Donc là, on va poser des questions à Katia Kemash. On est au Festival du journalisme à Couture. Présentez-vous en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Katia Kemash et donc je suis prof d'histoire-géographie et docteur en histoire contemporaine. Ma thèse a porté sur la question des harkis, Lot-et-Garonnais et les pouvoirs publics français. On voulait déjà savoir du coup qui étaient les harkis pour ceux qui ne sauraient pas. Alors harki, c'est un terme générique, c'est une sorte de raccourci historique qui renvoie à plein de réalités différentes et à plein de catégories de personnes complètement différentes pendant la guerre d'Algérie. Les harkis d'Algérie, si je puis dire, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, ne sont pas les mêmes que les harkis de France aujourd'hui, c'est des réalités différentes. Alors les harkis de France maintenant, c'est ces hommes qui ont pu se réfugier en France au lendemain des accords d'Évian, les accords d'Évian qui ont été signés le 18 mars 1962 et qui mettent fin officiellement à la guerre d'Algérie. Ils se réfugient sur le sol français, accompagnés bien évidemment pour la plupart seulement, de leurs femmes et de leurs enfants. Pourquoi avez-vous travaillé spécialement sur ces sujets ? Vous êtes en train de suggérer que je n'ai pas un physique de suédoise, mais vous avez raison, c'est un lien avec l'histoire familiale et personnelle. Cette question, c'est un tabou familial, un non-dit, qui m'a poussée à aller chercher mes réponses moi-même et j'ai fait des études d'histoire qui m'ont passionnée. Est-ce que vous pouvez nous parler des harkis plus précisément dans le Lot-et-Garonne ? Alors, Lot-et-Garonne a une place particulière dans l'histoire des harkis parce que dans le département, il y a eu un camp de harkis, le camp de Bias, situé entre Sainte-Livrade et Villeneuve-sur-Lot. Et les harkis, en fait, arrivent en 1963 et il y a de grosses arrivées aussi en 1968. Il a été fermé suite à une révolte qui a été menée par des fils de harkis en 1975, ça a mis du temps. Quelles étaient les conditions de vie dans les camps ? Ils vivaient dans des préfabriqués. Le camp en plus était surpeuplé au début. Il faut savoir que capacité d'accueil maximum 850 personnes. Ils vont être jusqu'à 1300 dans le camp. Mobilier militaire très rudimentaire, lit de fer, un point d'eau froide. Quels étaient les liens des harkis avec les populations locales du coup ? Est-ce qu'ils se parlaient ou pas du tout ? Alors les harkis étaient vraiment marginalisés géographiquement et socialement. Ils étaient enfermés au camp. Donc au début, durant la décennie 1960, on va dire que leur arrivée est accueillie par les habitants de Bias en particulier avec plutôt une méfiance généralisée, bienveillance isolée, mais vraiment isolée. Et puis eux n'ont pas de contact parce que de toute façon les enfants, la masse des occupants du centre, plus de 47% des habitants en 1963 ont moins de 16 ans. Eux, ils sont scolarisés à l'intérieur du camp. L'école est à l'intérieur du camp. Donc les familles n'ont pas de lien. Les liens vont se faire après quand certains une minorité iront dans le secondaire. Mais de toute façon, les familles qui sont très fragiles et très vulnérables à Bias ont du mal à quitter le camp. Et maintenant, en France, la mémoire harki, elle en est où ? Aujourd'hui, c'est tout nouveau depuis l'explosion des mémoires liées à la guerre d'Algérie au début du XXIe siècle. Elle est en train de s'écrire, de se construire. Et on sort la dénonciation pour rentrer dans l'écriture historique. On est en train d'écrire la guerre d'Algérie en incluant toutes les mémoires, dont celle des harkis, qui a eu du mal à rentrer dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, c'était hyper intéressant. Merci à vous les filles et puis félicitations pour votre travail journalistique de qualité. Merci.